En échange du poste de Premier ministre, Orban a vendu la Hongrie à Poutine corps et âme. Des détails sur l'accord secret entre Moscou et Budapest ont fait surface. Le vice-président américain J.D. Vance a stupéfié l'opinion publique. L'Ukraine et la Russie sont proches de conclure une trêve tant attendue. Le texte du document est déjà sur le bureau de la Maison-Blanche. Décision fatidique de Trump, les États-Unis quittent l'OTAN pour donner une leçon aux alliés n'ayant pas soutenu la guerre en Iran. L'essence et le diesel vont devenir encore plus chers. Téhéran impose une taxe pour le passage du détroit d'Ormuz, $1 par baril de pétrole. Le complexe militaro-industriel et le secteur pétrolier russe sont en feu. Cette nuit, des drones ont sanctionné plusieurs sites clés du Kremlin et de l'armée d'occupation. Et une opération spéciale unique des forces de système de drones d'Ukraine. Pour la première fois de l'histoire, un pont a été détruit à l'aide de drones. C'est le sujet de notre édition et bien plus encore. Je m'appelle Fyodor Chilenko. Aimez la vidéo, commentez. Et nous commençons. L'Ukraine et la Russie sont plus proches que jamais de conclure une trêve tant attendue. À nouveau, le vice-président américain J.D. Vance a fait état de progrès significatifs dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie et a noté que les positions se rapprochent. Selon lui, les parties auraient déjà finalisé leurs exigences pour mettre fin à la guerre et auraient même transmis les documents aux États-Unis. Cependant, il n'y a pas encore d'accord définitif. Tout cela à cause de marchandages pour quelques kilomètres carrés de territoire, a déploré J.D. Vance. La flatterie du secrétaire général n'a pas aidé. Trump veut punir les alliés de l'OTAN. Le président américain garde rancune envers les membres européens de l'Alliance pour leur refus de se joindre à la guerre contre l'Iran. Après sa rencontre avec le secrétaire général Mark Rutte, venu à Washington pour apaiser la colère de Trump, le chef de la Maison-Blanche a de nouveau évoqué le Groenland. L'OTAN n'était pas là quand nous en avions besoin, et ils ne seront pas là quand nous en aurons encore besoin. Souvenez-vous du Groenland, ce grand morceau de glace mal géré. Les médias américains, citant des sources à la Maison-Blanche, rapportent qu'en guise de punition, Trump pourrait retirer les troupes américaines de certains pays de l'OTAN n'ayant pas aidé en Iran pour les transférer vers d'autres pays comme la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et la Grèce. Les prix de l'essence et du diesel sur les marchés mondiaux repartent à la hausse, mais il n'y aura plus de pénurie de carburant. L'Iran instaure un droit de passage par le détroit d'Ormuz. Le prix à payer n'est rien de moins que $1 pour chaque baril de pétrole, rapporte le journal Financial Times. En revanche, les pétroliers vides pourront traverser le détroit gratuitement. Mais les navires tentant de passer sans l'accord de l'Iran deviendront, selon les gardiens de la Révolution, des cibles d'attaque. Rappelons qu'avant le conflit, environ 15 à 20 millions de barils de pétrole transitaient chaque jour par le détroit d'Ormuz. Ainsi, après la fin de la guerre, l'Iran pourra engranger 15 à 20 millions de dollars de bénéfices nets par jour. Mais ce n'est que théorique. En pratique, les autorités de Téhéran ont déjà suspendu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz sans avoir eu le temps de commencer à en profiter sur fond de frappes israéliennes sur le Liban. D'ailleurs, l'Iran pourrait tirer profit du détroit d'Ormuz conjointement avec les États-Unis. Hier encore, Trump menaçait de renvoyer Téhéran à l'âge de pierre, mais aujourd'hui, les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord. Trump a immédiatement qualifié les événements de victoire à 100%. Mais est-ce vraiment le cas ? Il ne restait que quelques heures avant la disparition de la civilisation iranienne. C'est alors que le président américain Donald Trump change radicalement de ton et au lieu des bombardements promis, annonce une pause. Sur la base de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Azim Munir du Pakistan, au cours desquels ils m'ont demandé de suspendre l'usage de la force destructrice qui doit être appliquée ce soir contre l'Iran, et à condition que la République islamique d'Iran accepte l'ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz, je consens à suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de 2 semaines. Ce sera un cessez-le-feu bilatéral. 2 semaines de calme en échange de l'un des principaux leviers de l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz. Jusqu'à 20% du pétrole et du gaz mondial y transitent. C'est précisément là que convergent ces derniers jours les intérêts des États-Unis, de l'Iran et de tout le Moyen-Orient. Il est impossible d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force et Trump n'a plus vraiment d'autres exigences envers la partie iranienne, à mon avis. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a confirmé la trêve de 2 semaines.
L'ennemi, dans sa guerre injuste, illégale et criminelle contre la nation iranienne, a subi une défaite historique incontestable et écrasante. Téhéran a immédiatement posé 10 conditions, allant de la levée totale des sanctions au déblocage des avoirs et à la reconnaissance de fait de son programme nucléaire. Comme c'est un régime sanguinaire, ils ne se soucient guère de leurs propres citoyens. Leur objectif principal est que ce régime survive. Et ils agissent de manière à assurer la survie du régime. C'est leur seule tâche et ils sont entièrement cohérents dans son accomplissement. C'est pourquoi ils ne prêtent pas attention aux propositions de cessez-le-feu temporaire. Ils en veulent un permanent, ils veulent des réparations, ils veulent que le régime survive et continue d'exister. Nous avons reçu une proposition en 10 points de l'Iran et pensons que c'est une base de travail pour les négociations. Presque tous les points de litige passés ont été accordés entre les États-Unis et l'Iran, mais ce délai de 2 semaines permettra de conclure l'accord. Et alors qu'au Moyen-Orient, on tente d'éviter une 3e guerre mondiale, une crise politique éclate aux États-Unis même. Les actions de Donald Trump soulèvent de plus en plus de questions, non seulement chez les alliés, mais aussi à l'intérieur du pays. L'élu démocrate Yassamine Ansari appelle à invoquer le 25e amendement de la Constitution, mécanisme de destitution de fait du président, et lance en parallèle une procédure d'impeachment contre le ministre de la Défense Pete Hegseth. Le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, affirme que quelque chose ne va pas chez le président, tandis que le chef de la Californie, Gavin Newsom, demande au cabinet d'entamer la procédure de destitution de Donald Trump. Ces discussions sur le 25e amendement de la Constitution, selon lesquelles le président est incapable d'exercer ses fonctions et devrait donc être démis de ses fonctions, ces discussions, disons, sont devenues beaucoup plus fortes. Elles ont toujours existé, mais elles sont devenues bien plus bruyantes. Et ce ne sont plus seulement les démocrates qui s'en occupent, eux qui s'indignent et se demandent si les républicains auront enfin assez de jugeote pour démettre cet homme de ses fonctions. Mais maintenant, tous les blogueurs de droite s'en occupent aussi. C'est-à-dire que le mouvement MAGA s'est scindé. L'observateur conservateur Tucker Carlson, l'une des voix les plus influentes du camp de droite, attaque publiquement le chef de la Maison-Blanche. Le déclencheur a été un post de Trump publié le dimanche de Pâques, menaçant de frapper les infrastructures civiles de l'Iran. Carlson qualifie cela de crime moral et de guerre et accuse de fait le président d'être prêt à franchir une ligne rouge dangereuse. Comment oses-tu parler ainsi à ton pays un matin de Pâques? Pour qui te prends-tu? Tu publies un tweet avec des mots grossiers un matin de Pâques. Face aux critiques qui pleuvent sur le 47e président, une vague de remaniement massif commence à la Maison-Blanche. Après la démission de la procureure générale Pam Bondi et de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'administration discute de nouveaux licenciements potentiels. Parmi les personnalités visées par ces décisions figure le secrétaire à l'armée Dan Drixel, le directeur du FBI Kash Patel et la secrétaire au travail Lori Chavez de Remer. Trump se débarrasse à contre-cœur de l'un de ses principaux lieutenants, considérant le licenciement comme une concession aux démocrates et aux médias. Même ces derniers mois, un décret a été publié stipulant qu'aucun membre du cabinet ne serait licencié avant les élections de mi-mandat, bien qu'une série de licenciements ait été prévue pour le jour du scrutin. Mais la baisse du soutien au président depuis qu'il a commencé la guerre en Iran a changé le calcul politique. La guerre hors des États-Unis se transforme de plus en plus visiblement en une lutte pour le pouvoir à l'intérieur du pays. D'un côté, les faucons prêts à l'escalade, de l'autre, les isolationnistes qui ont porté Trump au pouvoir avec la promesse de ne pas entraîner les Américains dans de nouvelles guerres. Et face à cette situation, une question se pose. Le 47e président pourra-t-il tenir ou cette scission marquera-t-elle le début de la fin de sa carrière politique ? Et il semble que Trump fasse tout pour envenimer la situation mondiale et faire durer le conflit au Moyen-Orient le plus longtemps possible. Comme l'a déclaré la Maison-Blanche, le président américain a littéralement jeté à la poubelle la proposition en 10 points des autorités iraniennes. Et ce n'est pas tout. Le vice-président américain, J.D. Vance, citant le garant américain, a accusé Téhéran de faire rédiger ses propositions de paix par ChatGPT au lieu de ses propres autorités. La première proposition en 10 points de l'Iran a été soumise et honnêtement, nous pensons qu'elle a probablement été rédigée par ChatGPT. Elle a été jetée directement à la poubelle et rejetée. Pendant ce temps, Donald Trump lui-même a fait une autre déclaration fracassante et très désagréable, surtout pour le Kremlin. Des droits de douane de 50% seront imposés aux pays qui fournissent des armes à l'Iran.
Ce taux s'appliquera à toutes les marchandises avec un effet immédiat et sans aucune exception. Les analystes y voient un signal direct envoyé à Poutine pour qu'il cesse d'aider les gardiens de la révolution avec des renseignements et des armes. Ramzan Kadyrov a annoncé l'envoi de braves unités tchétchènes en Iran, mais ce n'est pas certain. Hier, les médias pro-russes ont rapporté que Dondon se préparerait à envoyer une partie de ses troupes TikTok-Akhmat au Moyen-Orient pour soutenir les autorités de Téhéran. Mais avant même que la nouvelle ne se répande sur Internet, un Kadyrov visiblement effrayé a déclaré que l'annonce d'un éventuel envoi d'unités tchétchènes en Iran était fausse. Ramzan Akhmatovitch se justifie en disant qu'une telle option ne pourrait être envisagée qu'en cas de conflit de l'Iran exclusivement avec les États-Unis et Israël. Cependant, comme il l'a souligné, puisque Téhéran attaque des pays frères de la Tchétchénie, il n'y aura aucun soutien de sa part. Le complexe militaro-industriel et l'industrie pétrolière russe sont en feu. Pendant la nuit, des drones ont imposé des sanctions à plusieurs sites importants du Kremlin et de l'armée d'occupation. Dans la région de Krasnodar, la frappe a touché l'infrastructure de l'oléoduc Krimskaya, qui fait partie du système de pipelines principaux de la Fédération de Russie. De l'action est également tombée sur la tête des occupants dans la région de Luhansk. Dans la région d'Alchevsk, une base de réparation de matériel de l'armée russe a été frappée. Un drone FPV ukrainien a foncé dans une foule de soldats russes dans la direction de Kharkiv. La vidéo correspondante a été publiée en ligne par nos défenseurs. À en juger par les images, au moins une quinzaine d'occupants ont été touchés. Une opération spéciale unique des forces de système de drones d'Ukraine. Pour la première fois dans l'histoire, un pont a été détruit par des drones. L'opération des forces armées a duré environ 2 mois. La cible, le pont sur la Konka près d'Oleshki occupé, par lequel l'ennemi ravitaillait ses positions et bombardait Kherson. Le pont a subi plusieurs frappes de HIMARS, mais la structure a tenu bon. La percée a eu lieu après qu'un occupant a publié une photo sous le pont, révélant un point faible. Ensuite, les opérateurs du lourd drone britannique Malloy T-150 sont entrés en jeu. Au total, 30 missions ont été effectuées en 60 jours. Pendant ce temps, le drone a livré 1,5 tonne d'explosifs. Comme vous le voyez, les technologies et tactiques de drones ne cessent d'évoluer. L'Ukraine utilise une nouvelle génération de drones au front, aggravant la situation pour les Russes. Bombes au graphite, intelligence artificielle et indépendance vis-à-vis des composants chinois. Nous allons vous détailler tout cela dans ce reportage. Les fabricants ukrainiens ont réussi une percée majeure dans le domaine des drones. Les fabricants gardent le secret sur ces nouveaux drones. Mais en Russie, on se plaint déjà que combattre l'Ukraine est devenu plus dur. Comme ici, le commandant d'Akhmat, Apti Alaoudinov, qui n'avait jamais parlé de drones abattus avec un visage aussi déçu. Il faut noter que la situation a changé, précisément en ce qui concerne les drones. L'adversaire dispose désormais de drones d'un nouveau modèle. Ces derniers jours, nos gars en ont abattu quelques-uns. Nous les avons déjà étudiés en laboratoire pour voir ce que c'est. Il semble que ce soit une production conjointe réalisée entre l'Ukraine et l'Allemagne ou bien entre l'Ukraine et la France. Ce sont des drones qui sont particulièrement modernisés. Les drones compliquent autant la logistique des occupants que leur propre vie. Et voici ce dont parle Alaoudinov, le drone martien. Les drones opèrent de jour comme de nuit. On ne les entend qu'au dernier moment lors du piqué comme on le voit sur la vidéo. Ils sont indétectables par les radars classiques et protégés contre le brouillage. De plus, selon les Russes eux-mêmes, la qualité d'assemblage est très élevée. Et certains pensent que ces drones intègrent déjà l'intelligence artificielle. Alaoudinov prétend tout savoir de leur technologie, mais nos experts ne sont pas d'accord. Au niveau tactique, plusieurs solutions permettent de contourner le brouillage russe, comme l'usage de fréquences spécifiques ou de fibres optiques. Apti Alaoudinov, il faut le rappeler, n'est absolument pas un spécialiste des questions de radiotechnique. C'est simplement le porte-parole d'Akhmat, rien de plus que cela. C'est pourquoi Apti n'en dit pas trop. Il se contente d'admettre tristement que ces drones existent et sont dangereux.
De plus, les soldats russes se plaignent que l'armée ukrainienne utilise désormais des drones équipés de bombes au graphite. Non, ce ne sont pas des drones nucléaires. L'intérêt de cette arme est qu'elle neutralise le matériel et l'électronique sans destruction physique, sans endommager les bâtiments alentours. C'est pourquoi, en tant qu'élément de frappe, même sans coup de précision sur un objet spécifique, si cette poussière de graphite se dépose sur des fils ou d'autres composants, cela nuit à la transmission et crée des dysfonctionnements. Si l'on parle d'un système de défense aérienne, un complexe de missiles antiaériens, et qu'une telle munition l'atteint, elle ne le détruira pas forcément, mais vu sa composition, elle peut l'isoler de toute communication et même court-circuiter les liaisons internes. L'Ukraine progresse technologiquement et cette avancée semble sans fin, ce qui est très encourageant. De plus, selon l'entreprise ukrainienne General Chereshnya, une grande usine souterraine sera construite en Ukraine pour produire des composants de drones avec la société croate ORQA, le plus grand fabricant mondial de drones et de pièces détachées. L'objectif est l'indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Alors que la Russie accroît sa dépendance, l'Ukraine renforce ses propres capacités. Actuellement, l'Ukraine intensifie la production et la modernisation de ses drones et elle commence même à les exporter. Les fabricants de drones ukrainiens figurent dans le top 5 mondial et il semble que la démilitarisation voulue par Poutine soit un échec total, tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. En 2026, l'Ukraine est, sans aucun doute possible, incontestablement devenue le leader mondial en matière de développement, de production et d'utilisation de divers systèmes de drones, qu'il s'agisse de modèles destinés à des opérations de niveau tactique ou de dispositifs conçus pour des missions stratégiques dans le but de frapper efficacement l'adversaire et de renforcer sa position sur le champ de bataille. Nous avons donc beaucoup à partager avec nos partenaires internationaux dans ce domaine. La guerre a évolué, elle est devenue plus technologique et la tactique russe des assauts frontaux massifs ne fonctionne plus. Parallèlement, les correspondants de guerre russes perdent leur assurance. C'était quoi du brouillage quant à leur capacité à gagner ? Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les soldats ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est un constat amer, mais il faut l'accepter tel qu'il est. L'armée et les militaires ukrainiens enseignent à l'OTAN comment cette guerre doit être menée. C'est désormais un secret de polichinelle. Si, il y a peu, on parlait de camps d'entraînement en Bavière ou en Saxe pour les soldats ukrainiens, aujourd'hui, la situation a bien changé. C'est sur ces mêmes terrains que sont formés les soldats de l'OTAN. En fait... Bon, je vais être franc, mais d'après ce que je vois et ce que je ressens, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je vais le dire. Il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne suffit plus aux ambitions du vieux dictateur Poutine, et il est temps de l'accepter. Le cheval de Troie de Poutine au sein de l'Union européenne ne cesse de surprendre. Les médias ont publié de nouveaux enregistrements de Lavrov et du ministre hongrois des Affaires étrangères, Szijjártó. D'une conversation datée du 2 juillet 2024, il ressort que Budapest a transmis au Kremlin des documents de l'Union européenne concernant l'adhésion de l'Ukraine. Je vous appelle pour vous interroger sur le compromis que vous avez trouvé avec l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Peter, si vous pouviez m'envoyer le document, je vous en serais très reconnaissant. Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Je vais l'envoyer à mon ambassade à Moscou. Mon ambassadeur le transmettra à votre chef de cabinet et il sera à votre entière disposition. Pendant ce temps, la course électorale en Hongrie entre dans sa dernière ligne droite. Même J.D. Vance a fait le voyage depuis les États-Unis pour soutenir Orban. Le résultat est bien sûr assez mitigé. Et il y a un autre élément à prendre en compte. En décembre, la Hongrie et la Russie ont signé un plan secret en 12 points. Les signataires étaient le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó et le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko. Ce document n'avait pas été rendu public auparavant. Cela s'est passé à Moscou lors d'une réunion de la commission intergouvernementale russo-hongroise sur la coopération économique. Nos journalistes vont vous donner tous les détails. Vance est venu à la rescousse d'Orban 5 jours avant les élections législatives en Hongrie. Le vice-président des États-Unis s'est rendu sur place pour soutenir le Premier ministre actuel. Vance est devenu le premier vice-président américain à se rendre en Hongrie depuis 35 ans.
Vance joue essentiellement le rôle d'un agitateur de haut vol pour Orban avant les élections et il doit aider à mobiliser son électorat en faisant valoir que les États-Unis sont du côté d'Orban. Soutenez Orban et vous serez les amis des États-Unis. Le vice-président américain n'a pas tari d'éloges. Il a salué le leadership d'Orban, le qualifiant d'homme ayant fait plus que tout autre dirigeant européen pour résoudre avec succès le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Parallèlement, Vance a critiqué l'Union européenne, dénonçant une prétendue ingérence de Bruxelles dans les élections législatives. Il voit en Orban une force destructrice au sein de l'Union européenne, capable sinon de la faire imploser, du moins de l'affaiblir considérablement de l'intérieur. Et cela permettrait aux États-Unis d'imposer leur volonté à l'Union européenne en matière de tarifs douaniers et de coopération économique. Et globalement, c'est l'idéal de Trump qui a dit à plusieurs reprises que l'Union européenne devait être détruite. L'Union européenne est une organisation prétendument hostile aux États-Unis, elle doit donc être démantelée. Orban y contribue. C'est, à vrai dire, l'un de ses principaux slogans qu'il s'opposera fermement à Bruxelles. Donc je pense que c'est la raison majeure pour laquelle Orban bénéficie d'un tel amour de la part de l'administration Trump. Il a aussi accusé certains services secrets ukrainiens de tenter d'influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. Comme on le voit, en principe, la maladie progresse et elle s'est déjà propagée de Donald Trump à son vice-président. Partout, on cherche des sorcières, des coupables d'ingérence dans les élections américaines, européennes. Mais en fait, la seule preuve est que les Russes ont interféré dans l'élection où Trump a battu Hillary Clinton. Alors, bon, sans doute que celui qui se sent morveux se mouche. Dès le 12 avril, la Hongrie élira un nouveau parlement. Ces élections sont cruciales pour la stabilité de l'UE et les futures relations avec l'Ukraine. Viktor Orban, dont le mandat dure depuis 16 ans et est connu pour son axe pro-russe, a mis tout son avenir politique en jeu. Orban mène une campagne médiatique agressive qui est saturée de désinformation. L'objectif est de convaincre les Hongrois de ne pas soutenir le reste de l'Europe dans l'aide à l'Ukraine. Sur les affiches du Fidesz, on voit Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen qui entraîneraient la Hongrie dans la guerre. C'est la signature des services secrets russes. Ils tentent très souvent d'utiliser le langage de l'intimidation dans la rhétorique électorale. Orban, en diabolisant Zelensky et les dirigeants européens, a tenté de créer un climat de peur pour la Hongrie et de se poser en sauveur. Mais, comme on le voit, Orban ne parvient pas à duper la majeure partie de la population de son pays, et tout cela se reflète très bien dans les sondages, qui ne cessent de fondre. Viktor Orban est le dirigeant le plus pro-russe au sein de l'UE et de l'OTAN. Alors que l'Occident tente de s'isoler de l'agresseur, Orban continue de tisser des liens. Selon Bloomberg, le Premier ministre hongrois a proposé à Poutine son aide pour régler la guerre en Ukraine et l'a assuré de son amitié. En décembre, la Hongrie et la Russie ont conclu un accord secret en 12 points pour renforcer les liens avant les élections, écrit Politico. Orban aime beaucoup l'argent et la Russie est une source de revenus de corruption véritablement illimitée, il faut le souligner, pour un pays comme la Hongrie. Des revenus qui iront directement dans sa poche et non pas au budget. Il s'avère que le Premier ministre hongrois était lié à la mafia russe dans les années 90 et recevait des fonds d'elle. De grosses sommes d'argent liquide ont été remises à Orban pour sa campagne politique, rapporte The Insider. Mais aujourd'hui, l'argent russe n'aide plus Orban. Son aire au pouvoir est désormais menacée. Son parti, le Fidesz, perd face à l'opposition de Tisza. Orban se comporte enfin, pas seulement se comporte, il est en fait un dirigeant autoritaire qui se moque de la légalité et qui, en principe, ne suit aucune tradition démocratique. Il est donc tout à fait évident que les fraudes, l'utilisation des ressources administratives, ainsi que le recours aux services secrets étrangers, en particulier russes, sont bel et bien des outils que Viktor Orban juge acceptables. Il fera absolument tout son possible sans hésiter pour s'accrocher au pouvoir. Un changement de parti au pouvoir signifierait non seulement un nouveau Premier ministre, mais aussi un virage diplomatique pour la Hongrie. Il ne faut pas trop attendre de Magyar, car il reste le dirigeant de la Hongrie. En fait, pour tout dire, l'Ukraine n'attend pas grand-chose de la Hongrie. L'Ukraine ne s'attend pas à ce que la Hongrie devienne soudainement un pays pro-ukrainien. Il suffit à l'Ukraine que la Hongrie ne soit pas anti-ukrainienne, qu'elle ne bloque pas ses décisions à l'Union européenne, qu'elle n'interfère pas et ne fasse pas de sabotage. Et je pense qu'à cet égard, il sera possible de s'entendre avec tout gouvernement hongrois autre que celui d'Orban. Auparavant, les médias occidentaux rapportèrent qu'Orban pourrait instaurer l'état d'urgence, reporter les élections ou en contester les résultats, risquant une crise politique.
C'est tout ce que j'ai le temps de vous dire pour le moment. Mais vous aurez encore plus d'actualités dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.